Pendant 10 ans, on ne savait pas comment se définir et en fait, on a trouvé une façon de nous définir qui est on fait de la transformation culturelle au service de l'impact positif. Un peu comme quand le digital est arrivé, personne ne savait très bien ce que c'était, les entreprises ne comprenaient pas bien. Voilà, les startups, est-ce que c'est une bulle? Et puis, est-ce que les gens vont vraiment acheter sur Internet? Comment ça va changer nos business models? Et il a fallu accompagner la société et les entreprises pour qu'elles comprennent ce que c'était que le digital et comment l'utiliser et comment faire évoluer un business model. Bah, nous, on fait exactement la même chose, mais sur ce qu'on appelle l'impact positif, c'est-à-dire tout ce qui est RSE, développement durable, ces sujets-là, mais en essayant d'aller plus loin, c'est-à-dire que c'est pas juste comment on fait un peu mieux qu'avant, mais comment on réinvente nos modèles, nos modes de vie d'abord et nos modèles économiques pour qu'ils soient contributifs et pas le moins pire possible. Alors en fait, effectivement, on a plusieurs activités. Si je devais schématiser, effectivement, on fait de la transformation culturelle sociétale, c'est-à-dire faire évoluer la société sur ces sujets-là. Aujourd'hui, le récit dominant global, il est basé sur la croissance. Tout le monde dit, même les politiques de droite ou de gauche, disent si on veut être heureux, il faut faire de la croissance. Sauf qu'on a vu que la croissance à tout prix, elle avait des limites, ne serait-ce que climatiques. Et donc, il faut réinventer en fait le récit dominant. Et ça, on le fait en travaillant notamment avec les journalistes, avec des artistes, des créateurs, des influenceurs. Et par exemple, sur les journalistes, qui est le sujet sur lequel on a commencé il y a 10 ans, l'idée c'était de dire, c'est bien de nous parler des problèmes, c'est important d'être alerté, mais parlez-nous aussi des solutions. Et on a fait, pour les mobiliser, on a inventé un modèle qui ressemble un peu à des Panama Papers, où on a mis par exemple 50 médias ensemble. Chacun, on les a aidés à trouver des sujets, des solutions innovantes qui changent le monde. Ils ont produit chacun des contenus qu'ils ont mutualisés et qui permettaient, en les publiant tous ensemble, de façon croisée, un peu comme un courrier international x50, de toucher 100 millions de personnes qui découvraient des dizaines, voire des centaines de solutions, qui du coup étaient répliquées dans le monde entier. Voilà. Et donc là, c'était une façon de partager les solutions, de les faire connaître pour inspirer les gens. Je vous donnais juste un petit exemple. Un gynécologue allemand spécialiste du cancer du sein qui se rend compte quand il fait des palpations mammaires, il détecte des tumeurs d'1,5 cm, mais pas en dessous. Donc en fait, il renvoie des femmes chez elles en disant que vous n'avez pas de cancer, alors qu'en fait, elles ont quand même quelque chose. Mais il n'est pas capable de détecter. Et un jour, il a une idée géniale, il s'est dit, mais il y a des femmes, des gens qui sont plus capables que moi de détecter ça, ce sont les aveugles. Et donc il a créé un institut pour les femmes aveugles qui détecte des tumeurs 2 fois plus petites. Donc non seulement on peut sauver des femmes ou les traiter avant, ça a un impact sur la sécurité sociale, et surtout ça donne un job en or à ces femmes, non pas malgré leur handicap, mais parce qu'elles ont un super pouvoir, et ça change aussi notre regard sur le sujet. Et ce sujet-là, on l'a médiatisé dans le monde entier par cette opération, ces opérations qu'on a imaginées. Et du coup, ce projet-là a été répliqué notamment au Mexique et en Colombie, parmi d'autres. Et il y a plein d'autres projets comme ça qui ont été répliqués. Voilà, gender equality, etc. Enfin, on traite tout ce qu'on appelle les objectifs de développement durable avec des thématiques. Et nous, notre rôle, c'est à la fois de toucher le grand public par la puissance des médias, mais aussi de toucher les journalistes pour qu'ils finissent par traiter plus souvent les problèmes et les solutions, mais cet équilibre qui fait que souvent on est un peu déprimé quand on regarde des infos, quand on le fait pas. Et par exemple, c'est vrai que dans les écoles de journalisme, on apprend que les trains caravanneurs n'intéressent personne. Sauf que nous, on leur dit, mais si vous parlez des trains qui arrivent en avance, ça intéresse les gens. Et par exemple, le Corriere della Sera, qui est l'équivalent du Monde en Italie, depuis qu'on travaille avec eux, ils ont décidé de faire un supplément tous les mardis sur, ils s'appellent Buone Notizie, sur l'économie sociale et solidaire. Et comme par hasard, tous les mardis, ils vendent 10 000 exemplaires de plus. Donc ça prouve qu'il y a des audiences. Avec Libé, on a fait même la meilleure vente de l'année, un 26 décembre, qui était censé être le pire jour de l'année. Donc on a cassé un peu cette idée reçue que ça intéresse personne. Après, il y a façon et façon de faire. L'idée, c'est pas de parler du bisounours qui n'intéresse personne, effectivement. Alors effectivement, je suis tombé dedans petit puisque mon frère a créé la première banque de microcrédit au Chili et j'ai eu la chance d'y aller à 14 ans, de passer mon été à 18 ans pour découvrir comment effectivement une banque pour les pauvres pouvait changer la vie de micro-entrepreneurs du bidonville. Ça a été une expérience extraordinaire.
Bah, c'est une chance que j'ai, en fait. Finalement, c'est vrai qu'on voit, enfin, je m'intéresse aux problèmes. Quand je vois beaucoup de solutions, je pense que ça me redonne espoir. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver, c'est-à-dire être suffisamment inquiet pour se dire il faut continuer à se battre, et suffisamment au contact de toutes ces solutions, ces énergies positives qui vous font penser qu'on peut changer le monde. Il y a des exemples extraordinaires qui prouvent que si on veut, on peut. Je prends l'exemple qui intéressera les gens de Sub de Pub, de C'est qui le patron? C'est qui le patron? Vous savez, la brique de lait. Voilà. Personne n'avait de solution, les éleveurs n'arrivaient pas à vivre de leur métier, alors que c'est des gens qui bossent dur. Et un jour, il s'est dit, bah, il faut qu'on trouve une solution. Il a inventé la brique de C'est qui le patron, où il a demandé aux consommateurs combien vous êtes prêts à payer en plus pour que les éleveurs vivent décemment. Et puis d'autres choses aussi. Il a lancé son truc. Aujourd'hui, c'est la meilleure vente de lait devant Candia et Lactel, alors qu'ils avaient zéro budget marketing et zéro commerciaux. C'est le plus gros succès d'une marque agroalimentaire depuis 30 ans. Tout ça avec les moyens bien en dessous de toutes les autres marques qui existent sur le marché. Donc c'est bien la preuve qu'on peut changer des modèles et surtout que tout le monde est gagnant. Dans ce cas-là, en fait, tout le monde gagne, même mieux qu'avant. Et pour le consommateur, ça coûte 20 € de plus par an, je crois, en moyenne. Alors tout le monde peut-être peut pas se l'offrir, mais voilà. C'est bien la preuve qu'il y a des solutions. Et moi, notre rôle chez Spark News, c'est de prouver, de montrer que ce qui paraît impossible est possible et de faire évoluer nos mindsets et d'arrêter de nous dire « Ah ouais, c'est triste, mais c'est pas possible. » Bah, en fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. Oui, alors effectivement, c'était Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, qui m'avait proposé de faire partie de son panel of critical friends, où on le challengeait sur ces sujets, développement durable, RSE. Il m'avait dit quelque chose qui m'a marqué, il m'a dit c'est mes enfants qui m'ont convaincu de l'importance de ces sujets. Et d'ailleurs, depuis, on voit de plus en plus de dirigeants qui disent, moi, mes enfants, en fait, soit ils m'ont convaincu, soit ils m'ont tellement saoulé avec ces sujets que je me suis dit, bah, si c'est la génération, les consommateurs de demain, il faut qu'on s'y mette. Et donc, on a créé un séminaire où 2 fois par an, on réunit 12 patrons, chacun avec leurs enfants, patrons et patronnes bien sûr, du CAC 40, enfin des grands patrons, des PME, des startups, des ETI, pendant 2 jours et demi où on parle des sujets du monde de demain, enfin du climat, des problèmes sociaux, on a un témoignage d'un réfugié politique, etc. Et on les fait réfléchir à ces sujets avec leurs enfants et surtout leur rôle de leader, c'est quoi leur rôle en tant que leader, en tant qu'homme et femme et en tant que leader d'entreprise pour le monde de demain. Et on utilise une méthodologie qu'on a développée, qui est la méthodologie du récit. On leur fait faire le récit de leur engagement, qui leur permet effectivement, quelque part aussi, d'améliorer leur stratégie pour aboutir au rôle de leader qu'ils veulent vraiment avoir. Ben oui, c'est-à-dire que tout le monde a envie d'un monde meilleur, mais en général, les idées qui vous viennent, c'est plutôt les échecs. Je suis surpris, d'ailleurs ce serait intéressant de voir peut-être chez Sub de Pub, le nombre de personnes qui ne connaissent pas l'histoire de C'est qui le patron. On fait plein d'études de cas sur des études marketing qui ont marché, et les gens ne connaissent pas. S'il y a une étude, s'il y a un cas qu'il faut connaître, c'est celui-là, puisque c'est le plus successful, alors qu'il n'a rien coûté. Donc en fait, si on ne raconte pas ces histoires-là, on ne peut pas changer le monde. Et voilà, donc ça c'est notre rôle, mais ce n'est pas des belles histoires pour s'endormir calmement le soir. C'est des vraies histoires, de vraies choses, de vrais business, de vraies solutions, et qu'il faut qu'on ancre en fait dans notre culture commune pour se dire, bah non, tu me dis que c'est pas possible, bah regarde, tac, 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 eux ils ont réussi, et ben on n'est pas plus bête que les autres, on devrait y arriver aussi. Après ça demande du courage, ça demande de la créativité, ça demande des compétences bien sûr. Alors, bah, ce qui est sûr, c'est que quand il y a des crises, ça aide. C'est triste, mais c'est comme ça, donc il faut s'en servir, hein. Je crois que les Chinois, ils traduisent crise par opportunité. Il faut en faire des opportunités. Après, je pense qu'ils ont aussi besoin de rôle modèle, hein. Il y a eu Greta, alors elle plaît ou elle plaît pas. Pour moi, c'est un vrai modèle. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de se dire que c'est peut-être parce qu'elle est considérée comme handicapée puisqu'elle est Asperger, hein, et je trouve ça incroyable de se dire que c'est une personne avec un handicap
soi-disant, qui peut-être va sauver l'humanité parce qu'elle nous aura alertés. Et le shift qui se fait chez les décideurs via leurs enfants, clairement, elle en est à l'origine. Donc je trouve ça intéressant. Mais ils ont besoin de rôle modèle. Alors il ne faut pas que ce soit que Greta, il faut que ce soit peut-être certains d'entre eux. Et il y en a qui ont un certain leadership et qui peuvent effectivement entraîner les autres, notamment en leur racontant ces histoires et leur montrant qu'il y a des solutions qui existent. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il faut qu'on change le récit dominant. Hein. Le récit dominant, il est basé sur la croissance. C'est quel monde on veut et dans quel mode de vie on se projette, dans quel mode de consommation on se projette. Et que c'est à eux, qui sont sans doute des futurs marketeurs, non pas d'imaginer, de créer des demandes dont les gens n'ont pas besoin, mais de créer justement les vraies demandes profondes dont on a besoin. Et objectivement, on n'a pas besoin de plus consommer, on a besoin de plus de vie, de partage, de vie simple. Et c'est à eux aussi, avec nous tous, de construire ce monde souhaitable. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à se l'imaginer. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec des scénaristes, etc., pour se projeter dans ce monde-là. Et puis, ce que je vais leur partager aussi, c'est des exemples d'entreprises ou de modèles qui fonctionnent et qui sont les modèles de demain, qui ne sont pas encore dominants, mais qui peuvent l'être si on s'y met tous. On est plutôt en avance sur ces sujets, il y a beaucoup d'entreprises très engagées, on est plus que les États-Unis par exemple. Et voilà, après, pour qu'il y ait un vrai changement, il faut qu'il y ait des lois qui passent. Je vais donner un exemple, hein, les distributeurs d'eau par exemple, aujourd'hui, il y a une loi qui les oblige à faire des contrats au mètre cube. Donc ça veut dire que plus vous avez de fuites sur votre réseau, plus vous gagnez d'argent, ce qui est complètement aberrant. C'est quasiment impossible pour eux de dire bah non, mais nous on ne peut pas faire différemment parce que nos concurrents, donc il faut faire changer ce genre de loi. Et c'est là où les entreprises notamment deviennent militantes, doivent être des militantes pour faire du lobbying, pour faire changer les lois, pour mettre tous les concurrents au même niveau et qu'elles puissent faire ce qu'elles ont à faire sans être en concurrence déloyale. Et ça, il y a beaucoup d'initiatives pour faire bouger les lois, mais aussi de compétition, c'est-à-dire coopération avec ces compétiteurs, notamment par exemple L'Oréal qui a rassemblé toutes les boîtes de cosmétiques en disant on va développer un outil commun pour analyser nos packaging et s'aligner et s'améliorer tous ensemble plutôt que de se tirer la bourre les uns les autres et où finalement on avancera moins vite.